Quand on grandissait, les gens avaient pour habitude de dire « trop parler peut tuer ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, trop parler peut tuer. Ça ne sert à rien de trop parler quand on ne peut pas tuer. Je pense qu'il est plus important de tuer que de trop parler en fin de compte. Le président Paul Biya, président de la République au Cameroun, pour la 8e fois, à 92 ans d'âge. Fort, très fort. Qui pourra résister? C'est très difficile. En ce moment-ci, tout ce qu'on peut faire, c'est des mea culpa, de regrets, des accusations. En tout cas, M. Issa Chiroma Bakari, l'opposant numéro 1, refuse de reconnaître sa défaite. Et jusque-là, il s'est plaint de la situation en disant « Ils tirent sur des civils qui campent devant moi. Ils peuvent me tuer s'ils veulent. » L'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. Disons ainsi du gouvernement de M. Biya. C'est officiel, M. Biya entame son 8e mandat de président sortant, a été déclaré vainqueur des élections présidentielle 12 octobre dernier par la Cour constitutionnelle. Voilà. Suffrage en faveur de chaque candidat au total. Biya Paul, 2 474 179, 53,66%. Et Issa Chiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. C'est dans cette institution, il a recueilli 53,66% de suffrages exprimés. Alors, les Camerounais ont voté M. Biya ou pas? Pour l'interrogation, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que M. Biya aurait triché? Est-ce que M. Biya aurait vraiment été élu président de la République? Partant aussi des discours qui ont été faits par sa fille qui a demandé aux Camerounais de ne pas voter son père pour essayer de s'évader de la peine émotionnelle dont elle était sujet pendant très longtemps. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens, c'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. Eh ben écoutez, chaque peuple mérite ses dirigeants. Vrai ou faux? Le dirigeant, généralement, n'est que le reflet du peuple. Voilà. Le dirigeant est le reflet du peuple. C'est-à-dire que dans plusieurs occasions, même si c'était une autre personne, les conditions seraient très similaires. Parce que le dirigeant a eu son éducation sur place, via les mêmes parents, les mêmes familles, les mêmes clans, la même façon d'opérer. Est-ce que le Cameroun mérite ce que le Cameroun vit? Pour l'interrogation, qu'est-ce que le Cameroun peut faire? Le Cameroun a tout entre ses mains et c'est le Cameroun qui trouvera des solutions. Historiquement parlant, le Cameroun était un protectorat allemand. En 1884, le Cameroun était sous tutelle de l'Allemagne. Mais après la Première Guerre mondiale, qui était évidemment influencée par l'Allemagne, les forces européennes ont retiré le Cameroun entre le contrôle de l'Allemagne. Il était ainsi la France et la Grande-Bretagne. La France a pris une grande partie du Cameroun pendant que la Grande-Bretagne a pris 2 régions du Cameroun, créant ainsi 2 côtes complètement différentes. Dans une zone, on ne parlait que français, les institutions en français, les écoles, les hôpitaux, pendant que l'autre parlait en anglais. Et c'était un désordre total. Jusqu'à aujourd'hui, l'un des majeurs problèmes que vit le Cameroun, ce sont les anglophones qui se plaignent du manque d'assistance, manque d'investissement, manque de présence, manque de services qui sont d'après eux généralement attribués à la partie francophone. Voilà ainsi la raison pour laquelle on a vu des groupes de personnes voulant créer leur propre État à eux, parce qu'ils trouvent qu'ils sont victimes d'injustice. Voilà, c'était une belle opportunité pour le Cameroun de changer les choses, mais les choses n'ont absolument pas changé. Quelles en sont les causes? Les Camerounais, en fin de compte, sont-ils faibles devant les vrais problèmes et forts devant les problèmes qui sont complètement inutiles à leur avenir? Point d'interrogation. En tout cas, ce qu'on sait, l'histoire retiendra que M. Biya a été président du pays pendant 48 ans et à 8 reprises. Et maintenant, nous partons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, un truc très intéressant s'est passé. En effet, l'Afrique du Sud vient de faire une percée historique dans la prévention du VIH. Félicitations, Pigama Kofi. Yeah, Pigama Kofi, baby boy. Pigama Kofi veut dire taper le main, applaudissez en Swahili. Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. La plus belle de langue en Afrique en tout cas.
sans doute. Et parler dans plusieurs pays, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, à une partie de la République démocratique du Congo et au nord de la Mozambique. Voilà une belle opportunité pour vous peut-être d'apprendre le Swahili aussi. Écoutez, l'Afrique du Sud se prépare à déployer le Lenacapavir. Lenacapavir, une injection administrée 2 fois par an et presque 100% efficace dans la prévention du VIH. Presque 100%. C'est-à-dire, on a effectué des tests sur les femmes qui ont pris la Lenacapavir et sont parties faire ce qu'elles avaient envie de faire. Sans protection et tout le bazar. 100% de protection chez les femmes. On a donné aux hommes et chez les hommes, c'était à 98%. Donc 100% chez les femmes et 98% chez les hommes. Bon, il faut aussi retenir qu'il n'y a aucun médicament qui le fait vraiment 100%. Et ça, c'est très proche de 100% en effet. S'il y a 100% chez les femmes et 98% chez les hommes, c'est très fort. Le gouvernement prévoit de produire localement ce traitement et rendre accessible en donnant priorité aux adolescentes et aux jeunes femmes. Parce qu'évidemment, les personnes qui sont les plus actives dans leur intimité, ce sont les adolescents. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud est le pays ayant le plus de cas de VIH dans le monde. Il y en a 8 millions de personnes enregistrées VIH positifs. Et là, on ne parle que de ceux qui sont enregistrés. Dans un pays de 40 millions de personnes. 8 millions qui ont fait le test et ont été enregistrés. C'est-à-dire qu'il y en a combien? Et on dit la grande population des personnes atteintes du VIH sont noires. C'est fort. Alors c'est une belle opportunité pour ceux d'entre vous aussi qui soit être atteints ou voulez vous protéger d'aller prendre ces médicaments. Maintenant, alors qui a financé cette histoire? Je crois que c'est une question très intéressante. Il faut toujours savoir qui a financé l'histoire. Le financement initial d'environ de 29 millions de dollars a été accordé par le Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose et le paludisme. C'est-à-dire un fonds mondial a été alloué à l'Afrique du Sud, 29 millions de dollars. C'est très bien. C'est-à-dire, il y aura environ 912 000 doses pour des personnes qui veulent prendre ces doses. Mais ce n'est pas le fonds de l'Afrique du Sud. C'est le fonds attribué à l'Afrique du Sud par le monde. Maintenant, c'est encore une question de dépendance ici. La mendicité africaine, malheureusement. Bien que l'Afrique du Sud soit un lieu parfait pour faire des tests, parce qu'il y a beaucoup de gens atteints du VIH, cette mendicité, cette attente. Je vous rappelle qu'il y a pas très longtemps, on avait coupé PEPFAR de beaucoup de pays africains. C'est quoi PEPFAR? PEPFAR, c'est un programme américain qui aide les personnes atteintes de VIH en Afrique. C'est-à-dire, on vous envoie des médicaments gratos pour vous protéger, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, vivant avec le VIH, on peut vivre une vie tout à fait normale en prenant ces médicaments chaque jour. Ouais. Donc, ce n'est pas une maladie comme c'était dans le passé. Et aussi, le VIH, ce n'est pas le sida. C'est pas la même chose. Le VIH, c'est le VIH. C'est le virus. Le sida, c'est quand c'est la fin. OK? C'est pas la même chose. Alors, on dit que cette histoire, l'Imacépavir, c'est pour des personnes qui sont atteintes du VIH. Alors, si l'Afrique du Sud dépend toujours des gens pour avoir ces l'Imacépavir, qu'est-ce qui vous fait croire que dans le futur, ces mêmes personnages ne diront pas « Ok, si vous le faites parce que nous vous demandons, nous coupons l'Imacépavir ». Point d'interrogation. Donc, une belle opportunité de d'abord comprendre comment ils ont fabriqué l'Imacépavir et ensuite commencer à produire ça localement. Ok, nous partons au Ghana. Au Ghana, il y a réforme, quelque chose de très intéressant, de puissant. Le ministère d'éducation du Ghana, par la voix du ministre Haruna Iddrisu, a annoncé l'usage des langues locales comme langue d'enseignement est désormais obligatoire dans toutes les écoles primaires de base, de la maternelle au début du primaire. Dans cette optique et avec votre autorisation et vos directives, j'instruis le directeur général du service de l'éducation du Ghana, le GES, qu'à partir d'aujourd'hui, l'enseignement en langue maternelle est désormais obligatoire dans toutes les écoles primaires. Bravo. Bravo encore une fois. Langue locale à l'école maternelle. Ok? C'est très important. Pourquoi? Parce que chez vous, chez les francophones, on établit le niveau intellectuel d'une personne dépendamment de son accent en français. Plus tu sonnes comme un français blanc, plus on te perçoit comme une personne intelligente. Moins tu sonnes comme un français blanc, plus on pense que tu es bête. C'est ça, l'Afrique francophone. La colonisation a été parfaite. Lobotomisation éternelle. Les gens sont bêtes, ils ne comprennent pas. Donc pour eux, on peut pas être intelligent en mélanquais, on peut pas être intelligent en swahili du moment qu'on n'écrit pas ou parle pas bien français. C'est ça, c'est bien triste. Et c'est une mentalité héritée des colonisateurs. Je me souviens, pas très longtemps, j'ai regardé une émission où une ingénieure nucléaire allemande écrivait un rapport de travail sur le nucléaire et l'atomique. Elle l'a fait en français, mais elle a mis quelques fautes de
français, c'est-à-dire faute au lieu de S, elle a mis T, par exemple. Mais on a remis en question ses capacités intellectuelles parce qu'à la place de S, elle a mis T. Mais c'est une Allemande, pas une Française. Le texte était en français. Incroyable. Et c'est ça. C'est la moquerie chez les francophones, c'est la moquerie. C'est moquer des gens pendant qu'il y a un président qui fait 43 ans de pouvoir. On sait seulement c'est moquer des Français, des gens, c'est tout. C'est ça. C'est ça l'héritage. Alors, pourquoi cette réforme? Les études démontrent que les enfants apprennent mieux lorsque la langue d'enseignement est celle qu'ils maîtrisent à la maison. L'utilisation de la langue maternelle dès les premières années favorise la compréhension, la confiance et la mémorisation. Je vous rappelle ici qu'en Chine, le pays a été développé à travers le chinois, le mandarin et autres langues chinoises. Ce n'est pas avec l'anglais ou le français. La Chine, en effet, après la Deuxième Guerre mondiale, était un pays très pauvre. Plus pauvre que beaucoup de pays africains. À part le riz, ils avaient absolument rien. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Ils sont le plus grand producteur d'ingénieurs dans le monde. Le plus grand producteur de médecins dans le monde. Ils ont des capacités avancées comme jamais dans le passé. C'est une force mondiale. Et je pense qu'il est important maintenant que les Africains embrassent ce fait, cette réalité. Alors, quels sont les pays africains qui font des bonnes choses dans cette allure? Il y a l'Éthiopie, par exemple. La politique éthiopienne, depuis les années 90, l'Éthiopie est un pays africain le plus avancé en matière d'enseignement de langue maternelle. L'enseignement primaire de niveau 1 à 8 se fait dans 20 langues locales. Okay? Donc, primaire et maternelle, c'est dans les langues locales. Les élèves passent ensuite à l'araméique et l'anglais au secondaire. Alors, résultat. Amélioration notable de la littératie et de compréhension chez les jeunes enfants, même pour des grands résultats. En Tanzanie aussi, c'est la même chose. Les enfants parlent swahili à l'école. C'est le swahili qui est exprimé. C'est pour promouvoir l'unité nationale et garantir un accès équitable à l'éducation. Donc c'est ça les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de le voir. Le président Biya est président, Paul Biya président, Paul Biya toujours. C'est ça la réalité. Dans la vie, il faut pas beaucoup parler, il faut faire. Ok, c'est ça. Et Afrique du Sud qui peut désormais pouvoir prévenir cette maladie qui a ravagé des vies, c'est une très bonne chose. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.